Bonjour et bienvenue à tous, je suis le docteur Alexandre, je suis psychiatre. Et j'ai l'honneur d'être pour la troisième fois, je crois, invité par cette formidable association du GPS des 10 de Dieppe pour vous parler aujourd'hui d'un sujet, on va dire les atypiques, notamment les 10 et la phobie scolaire. Donc moi je fais partie d'une association qui s'appelle Food Normandie, je vous invite à aller voir notre site internet, notre page Facebook et surtout notre chaîne YouTube Food Normandie, qui est gratuite, bénévole, sans publicité, qui est rare sur YouTube. Vous bloquez les publicités, donc vous pouvez regarder le contenu du début à la fin sans être interrompu par les pubs. Et vous trouverez plein d'informations scientifiques, avec des articles scientifiques à l'appui, d'accord, pour vous parler des troubles psychiques, psychiatriques, d'apprentissage, etc. Qui n'est pas abonné? Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui ne sont pas abonnés. Vous devriez tous avoir honte, ceux qui ne sont pas abonnés. C'est une honte. C'est un scandale. Je compte sur vous pour y remédier. C'est parti. Oula. Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai que votre vidéo projecteur est pourrie. J'en amènerai un autre la prochaine fois. Bon, j'avais oublié. Alors ça va quand même être embêtant. C'est une analyse de population sur 100 enfants adressés pour troubles des apprentissages scolaires en France, au CHU de Lille. Donc il y a 100 gamins qui arrivent, ils ont des problèmes d'apprentissage. Ok. Et là, il y a une équipe pluridisciplinaire très compétente qui va les évaluer pour savoir qui ils ont. C'est quand même une bonne idée. Il y a un problème, on a peut-être envie de savoir ce qui se passe. Bon. Et alors, du coup, ils vont analyser les situations, ils vont voir ce qu'il y a des diagnostics avant qu'ils soient pris en charge. Et eux, qu'est-ce qu'ils retiennent sur le plan diagnostic? D'accord. Et il y a des surprises. Parce que, alors, je ne sais plus si c'est 80 ou 90, évidemment, comme je ne peux plus lire, je galère, mais... c'est combien? Je sais plus, c'est 70% des personnes ayant reçu un diagnostic de dyslexie, d'après vous, ils étaient dyslexiques ou pas? Qui dit oui? Alors oui, selon madame, ils étaient dyslexiques. Qui dit non? Ils n'étaient pas dyslexiques. Ouais, bon, vous avez la majorité a raison, ils n'étaient pas dyslexiques. 70% des enfants adressés ayant un diagnostic de dyslexie n'étaient pas dyslexiques. C'est des diagnostics posés par des professionnels. C'était pas je pense, j'arrive et je dis je pense que mon enfant est dyslexique, vérifiez. C'est pas ça. Ils avaient reçu un diagnostic orthophonique de dyslexie. C'était pas. Le diagnostic le plus fréquent, c'était quoi? C'est le TDAH. Les 10, c'est important de les diagnostiquer. Mais il ne faut pas se tromper. Parce que ça change tout dans la prise en charge. Vous comprenez? Ça change tout. Parce que, vous savez, en psychiatrie, parfois, quand on se trompe de diagnostic, c'est pas hyper grave parce que c'est le même traitement. Je sais pas, moi, je dis un truc bête, mais bon, en général, on ne se trompe pas, mais trouble anxieux ou dépression, c'est le même traitement. Parce que c'est pas grave si vous vous trompez, parce que ça va être à très peu de choses près la même chose. Les patients iront mieux, même si vous êtes trompé. Si vous allez mettre le bon traitement, que ce soit l'un ou l'autre, voilà. Là, c'est quand même pas du tout la même prise en charge. Les diagnostics 10 doivent être des diagnostics d'élimination, c'est-à-dire après avoir évalué totalement qu'il n'y avait pas d'autres soucis ou je ne sais quoi. D'accord? Entre autres le TDAH qui était le premier diagnostic retenu, le deuxième était dans cette cohorte, le retard mental. D'accord? Donc c'est simplement pour vous dire que le sujet qu'on me demande de faire aujourd'hui, qui est de dire, voilà, phobie scolaire et 10, il y a beaucoup de 10 qui n'en sont pas. Donc on va un peu élargir le débat sur la phobie scolaire, si ça ne vous dérange pas, on va élargir à autre chose que le 10. D'accord? Parce que sinon on va passer à côté de l'essentiel des personnes qui sont phobie scolaire. Ce serait dommage. Alors le refus scolaire anxieux, oui, parce que le terme c'est refus scolaire. Alors il se passe un truc ici, là. Ça doit être à cause de... Vous avez remarqué ou pas? Quand on se passe là, ça va. Le refus scolaire anxieux, c'est un symptôme possible de nombreux troubles. Ça, il faut aussi le retenir.
C'est un symptôme, c'est pas une maladie, la phobie scolaire. C'est pas un truc spécifique qu'il y a dans le cerveau, juste là. Quand ça déconne, c'est la phobie scolaire, vous comprenez? C'est un symptôme parmi d'autres. Il n'y a pas la phobie de l'école, la phobie des araignées ici, la phobie des décals à poilure ici, et oui, c'est pas comme ça que ça se marche dans le cerveau. Bon. Donc, première chose, c'est un symptôme. Mettez-vous bien ça dans la tête. La phobie scolaire, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Alors, il y a dans la cognition, dans la pensée, en lien avec la phobie scolaire, il y a plusieurs choses. Il y a des choses physiques, d'accord, ressenties comme la fatigue, les difficultés à dormir, les maux de tête, tous les trucs somatiques, vous voyez, on retrouve toujours dans l'anxiété, d'accord. Vous avez des actions, hein, alors qui sont, voilà, pas vouloir sortir du lit, argumenter comme quoi il y a des problèmes de je sais pas quoi, enfin, tout ce qui est être toujours en retard, enfin, tout ce qui est action, l'ordre de l'action, de la non-action, de la passivité, voilà. Et puis vous avez tout ce qui est pensé, je vais passer pour un idiot, je ne suis pas capable de travailler, je vais échouer, et tout le monde se moque de moi, tout le monde s'en fout de moi, je vais me faire harceler, je ne suis pas capable de gérer tous ces problèmes, etc. etc. Il y a tout ça, dans la cognition, dans la pensée, dans le fonctionnement dans le cerveau de quelqu'un qui est en phobie scolaire. Alors, ici, bon, ça passe pas si mal que ça, je trouve quand même. Voilà. Vous arrivez quand même à lire à peu près ou pas là? Oui. Ouais, ça va, à peu près. Sinon, allez sur le thème. Vous avez ici un truc un peu compliqué, puis je vais le compliquer encore plus. Donc, on va prendre un peu de temps pour le digérer, mais c'est la diapo centrale de cette présentation. Vous avez ici des sphères. Vous avez ici la sphère de la phobie sociale. C'est-à-dire la peur pathologique des relations avec les autres. L'extrême timidité, si vous préférez. Appelez ça comme vous voulez, la phobie sociale. Et ensuite, vous avez d'autres sphères, comme l'EDM, qui est la dépression, le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, l'anxiété de séparation, qui est un trouble anxieux, PS, je ne sais plus ce que c'est, le trouble anxieux général, ou une phobie spécifique, pardon, des phobies spécifiques comme la phobie des araignées. TAG, TAG, c'est trouble anxieux généralisé, c'est l'inquiétude, la préoccupation générale permanente pour tout qui est pathologique, d'accord. EDM, bah, c'est la même chose, hein, c'est une dépression, et c'est juste pour des raisons graphiques qu'ils l'ont mis là aussi. Le TOP, le trouble oppositionnel avec provocation, les troubles bipolaires et le TDAH. Tout ça, c'est des choses qui peuvent exister et interagir entre elles en lien avec la phobie scolaire. Des troubles psychiques, psychiatriques, d'accord. Alors, ici, là, vous avez, donc en rouge, ce qui est lié à deux neurotransmetteurs qu'on appelle la dopamine et la noradrénaline. C'est deux neurotransmetteurs qui sont impliqués dans l'ensemble de ces troubles. D'accord. Donc TSA, trouble aussi avec provocation, TDAH, en partie trouble bipolaire, et puis les addictions, bien sûr. Vous avez, ici, dans ce cercle bleu, tous les troubles qui sont liés à la sérotonine, à la noradrénaline. Un autre neurotransmetteur qui est impliqué dans le doute, dans l'inquiétude, dans la préoccupation. Et donc, bah, classiquement, évidemment, la phobie scolaire, l'anxiété de séparation, les troubles anxieux, la dépression, bien sûr, les addictions, évidemment, en partie aussi un peu le TDAH, en partie aussi un peu le TOP, en partie aussi un peu le TSA. C'est-à-dire que vous avez tout ça là, tout ça, vous avez plein de diagnostics différents, mais en vrai, c'est surtout lié à la sérotonine et à la noradrénaline, mais surtout la sérotonine. Alors qu'il y a plein de noms différents pour tout ça. Hein. Et on va voir que ça a des implications sur la prise en charge, évidemment. Parce qu'en fait, dans tout ça, là, ça va être à peu près le même traitement. Puisque en fait, c'est le même problème physiologique. D'accord ? En partie. Vous avez ici ce qui est en lien avec l'ocytocine. Donc un tout petit peu d'addiction, mais surtout le trouble du spectre de l'autisme. Alors, l'ocytocine, c'est ce que on sécrète tous, les femmes plus que les hommes, et les femmes à l'accouchement encore plus que les hommes à l'accouchement. C'est ce qui permet de ne pas jeter le bébé à la poubelle en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre horrible, dégoulinant, sale, puant, et qui crie ?» Parce que la réalité, c'est quand même ça. Bon, d'accord, objectivement, c'est ça, mais il n'empêche qu'en vrai, dans notre cœur, dans notre esprit, c'est une bouffée de bonheur, de plaisir, de soulagement, de tout ce que vous voulez. Bon. Et finalement, on l'aime quand même. Ça c'est grâce à l'ocytocine. Si vous n'en avez pas, vous ne ressentirez pas. Les femmes à l'accouchement ont un pic considérable d'ocytocine.
et les hommes aussi, même s'il est moins important. Et c'est un neurotransmetteur, c'est une hormone, appelez ça comme vous voulez, qui est impliquée dans la théorie de l'esprit et l'empathie. C'est-à-dire que pour être attaché, pour sentir cet attachement, pour être capable de s'imaginer des états mentaux des autres. D'accord? Est-ce que la personne, à quoi elle est en train de penser? Qu'est-ce qu'elle est en train de s'imaginer? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce qu'elle est perplexe? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Tout ce que vous dites en permanence, c'est que vous essayez de lire sur le visage des autres, de lire dans l'intonation, dans la manière dans la phraséologie, dans la syntaxe, dans tout ce que vous voulez des autres, ce que notre cerveau fait naturellement. Et le cytosine est impliqué là-dedans. Et si on n'en a pas assez, on n'a pas assez de théorie d'esprit et d'empathie. Ça donne, par exemple, je sais pas moi, la psychopathie. Par exemple, chez les psychopathes, il y a très peu de capacité de théorie d'esprit et d'empathie. Il y a aussi un lien avec le cytosine très probable. Ce qui fait que voilà, je sais pas moi, quand vous êtes psychopathe, s'il faut couper une main pour voler une montre, vous le faites parce que c'est plus pratique. Pas pour faire mal aux autres. C'est juste que l'autre n'existe pas. Donc, vous n'arrivez pas à vous représenter que ça va faire mal à l'autre. Je caricature, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que l'autre, de toute façon, ses états mentaux, ses émotions, c'est comme rien. C'est même pas qu'il s'en fout, c'est qu'il n'est pas capable de les identifier plus souvent. C'est pas méchant. Il ne veut pas vous faire de mal, le psychopathe. Il veut juste vous prendre votre montre. Bon, si c'est plus pratique que de vous couper la main que de vous demander s'il vous plaît, le fait. Caricature, mais c'est ça l'idée. D'accord? Donc le cytosine est impliqué dans ces troubles. Alors tout ça, tous ces troubles, évidemment, il va y avoir des interactions avec le refus scolaire anxieux. Évidemment, ils vont favoriser directement avec cette flèche le refus scolaire anxieux. Ils vont être des facteurs de stress qui vont... les facteurs de stress vont aggraver ces troubles-là. Mais ces troubles-là vont créer des facteurs de stress. Il aurait dû y avoir une petite flèche dans les deux sens. Là, je ne sais pas où elle est passée, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a un problème à l'école, vous faites harceler. Bon ça va majorer ce risque-là. De phobie, de dépression, de machin, tout ce que vous voulez. De TDAH. Mais si vous avez ça, ça va aussi augmenter d'ailleurs vos facteurs de stress et votre risque de vous faire harceler. On le verra tout à l'heure. Donc, il y a des interactions bidirectionnelles, et puis les facteurs de stress, évidemment, aboutissent au risque de refus scolaire anxieux. Et les troubles des apprentissages sont majorés par l'ensemble de ces troubles. Tous ces troubles majorent les risques des troubles des apprentissages. Tous. Et les troubles des apprentissages majorent le risque d'avoir ces troubles-là. C'est clair ou pas ce qu'on raconte? Vous voyez? Donc, or, les troubles des apprentissages augmentent le risque de refus scolaire. Donc tout ça est lié en fait. Donc je suis désolé, elle paraît extrêmement barbare une fois terminée, cette diapo. Mais est-ce qu'elle est claire ou pas? Non, mais, oui, vraiment, ou vous dites oui pour me faire plaisir? Je voudrais qu'un psychopathe me dise si c'est clair ou pas. Un mec qui ne veut pas me faire plaisir. Est-ce qu'il y a un psychopathe dans la salle? Non, évidemment. Insupportable. Je les appelle les psychopathes. Bon. Les troubles psychiques, est-ce que c'est rare chez l'enfant, d'après vous? C'est rare ou pas, les troubles psychiques psychiatriques chez l'enfant? Oui, non. Oui, si, quand même, c'est rare. Psychique, c'est quand même lourd, d'accord. Donc c'est quand même peut-être rare, on ne sait pas, on va voir. Alors, les troubles psychiques, c'est hyper fréquent. Hein. C'est hyper fréquent, donc là, ceux qui sont de côté, vous ne voyez peut-être pas bien. Les troubles psychiques, c'est hyper fréquent, c'est-à-dire que si on prend n'importe quel trouble psychique, on est quasiment à 14% des enfants concernés. 14% d'enfants ont un trouble psychique. C'est gigantesque. C'est plus d'une personne sur 10. Largement plus. C'est beaucoup, non? C'est gigantesque, d'accord? Et évidemment, si on regarde en détail, le premier, c'est évidemment le trouble anxieux, puisque chez l'adulte, c'est pareil. Évidemment, le trouble le plus fréquent, le trouble chronique le plus fréquent en médecine, c'est le trouble anxieux. En médecine. En médecine. Je parle de la psychiatrie. En médecine. C'est le trouble anxieux. C'est une personne sur 10 en gros. D'accord? Dans le monde, dans les vidéos, d'accord? N'importe quel trouble dépressif, c'est 3% des enfants qui seront concernés. 3% des enfants qui seront concernés. Donc c'est énorme, 3% aussi. Hein. Le TDAH, on est à 5%. C'est le deuxième trouble le plus fréquent, le TDAH, bien sûr. Premier trouble
le trouble anxieux. Deuxième trouble, le TDAH. Et moi, je veux bien qu'on se précipite sur des diagnostics rares, comme le PSA, comme tout ce que vous voulez, comme la génétique rare, les trucs hyper compliqués, l'intellectuel, c'est très bien. D'abord, peut-être, on essaie d'identifier des trucs basiques, fréquents, et qui se soignent. Peut-être, hein, pose la question. Avant d'envisager des trucs rares qui ne se soignent pas, peut-être envisager des trucs fréquents qui se soignent. Mais bon, je suis qu'un psychiatre de campagne, hein, c'est peut-être mon côté accoucheur de vache, quoi, vous voyez, le truc un peu... voilà. Bon, excusez-moi, je ne suis pas aussi sophistiqué que si c'est un grand professionnel qui vous avait fait une conférence. Donc, qu'est-ce qu'on a comme données en fonction de l'âge? Alors, la dépression, en dessous, entre 3 et 5 ans, c'est quasiment 0%. Malheureusement, vous n'avez pas les pourcentages, mais voilà. C'est quasiment 0%. Et puis on voit une augmentation avec le temps. Que ce soit la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement. Dans les troubles du comportement, il y a le TDAH, qui est inclus. Parce que ça génère un trouble du comportement, donc ils ont fait une case un peu globale. Donc vous voyez que plus le temps passe, plus les troubles augmentent, sauf éventuellement les troubles du comportement. Évidemment, quand on grandit, on a un peu plus de capacité d'inhibition. Votre cortex préfrontal, ici, il a continué de grandir jusqu'à quasiment 35 ans. D'accord? Donc avec le temps, vous êtes de plus en plus capable d'inhiber. Et ce qui explique aussi pourquoi les enfants ayant eu un diagnostic de TDAH à l'âge adulte n'ont plus besoin de traitement, en partie. Alors, probablement aussi parce que le traitement doit aider, certainement, mais pas que. Pas que. Il n'y a pas que le traitement. Le temps qui passe permet de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, quand un enfant va pas bien. Hein. C'est ça que je vous dis du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être terrifié en disant mon Dieu, mon enfant sera toujours désinhibé toute sa vie, il sera hors de capacité d'inhibition. C'est pas vrai. Ça pousse jusqu'à 35 ans. D'accord? Quand elle est très bon. Alors, on va parler du harcèlement scolaire. On reviendra sur le trouble anxieux parce qu'évidemment, vous avez compris, c'est le plus important. Mais je voudrais qu'on fasse une petite étape sur le harcèlement scolaire. C'est fréquent, le harcèlement scolaire. C'est trop fréquent. Beaucoup trop fréquent. Je n'ai pas mis la diapo parce que c'est vraiment un truc de cynique de base, un truc de psychopathe, mais que encore une fois, j'adore. Sur le coût que ça représente, le harcèlement scolaire, si vous êtes un peu cynique et un peu psychopathe, et que vous vous en foutez des autres, vous avez une bonne raison de vous intéresser au harcèlement scolaire, ça coûte très cher. Ça coûte une fortune. Ça détruit des vies en fait, ça augmente considérablement l'accès aux soins, et en fait ça coûte une fortune. Donc, si vous vous en foutez des gens, mais que vous voulez vous intéresser à vous-même et à votre argent, luttez contre le harcèlement scolaire. C'est une juste cause pour vous, les radins et les psychopathes. Je ne dis pas que vous l'êtes, hein. Comme ça va être transmis, il y a des gens qui vous écoutez, je ne sais pas. Quel est le profil des harceleurs? Qu'est-ce que dit la science à ce sujet? Hein? Alors, le profil des harceleurs, on retrouve des éléments de machiavélisme. Alors, c'est des études un peu psycho, je suis désolé, c'est avec des termes un peu ridicules, mais bon, on fait avec ce qu'on retrouve dans la littérature. Le machiavélisme, hein, le prince de Machiavel, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, je n'ai jamais lu parce que je ne sais pas lire, mais je l'ai écouté en livre audio. C'est un très bon bouquin en fait, hein, et c'est pas du tout machiavélique comme on l'entend aujourd'hui, parce que quand on dit machiavélique, on voit le mal absolu avec des cornes et qui cherche à faire du mal. Non, le livre est plutôt rigolo, plutôt plein de bons conseils, très pragmatique, parfois peut-être choquant, mais voilà. Donc le machiavélisme, c'est, bon, on va dire, on pourrait peut-être dire, c'est une sorte de perversion, on va dire. Faire simple. Le narcissisme. Le narcissisme, c'est une forme de psychopathie de haut niveau. Hein. Le narcissique, c'est le psychopathe qui a réussi. C'est le psychopathe qui est devenu ministre. D'accord? C'est ça le narcissique. C'est un psychopathe, c'est une racaille de base, mais qui a réussi. Soit parce qu'il était dans une famille qui n'a pas pu réussir, soit parce qu'ils sont sortis d'ailleurs tout seul comme un grand. Mais le narcissique, c'est un psychopathe de haut niveau qui s'aime beaucoup, qui s'adore, qui effectivement pense qu'à lui, mais en fait il pense qu'à lui surtout parce qu'en fait il ne peut pas penser aux autres, c'est pas méchant. Le narcissique, il peut vous faire du mal, mais c'est pas contre vous, vraiment, il n'y a rien de personnel, c'est comme dans le parrain. Nothing personal, c'est du business. D'accord? Il va vous écraser tel un rouleau complètement, mais pas méchamment. C'est pas le pervers qui va jouir de vous voir souffrir, hein, le pervers sadique qui va venir chercher
bah, vous manipulez, il va en jouir parce qu'il est capable de lire dans vos émotions, dans votre pensée. Il a de la théorie de l'esprit et de l'empathie, beaucoup d'empathie, mais méchante. D'accord? Souvent quelqu'un qui va très mal d'ailleurs, le pervers. Il faut le plaindre plus qu'autre chose, mais en fait, il fait des dégâts. Donc le narcissisme psychopathe, évidemment, puisque c'est la version low cost du narcissisme. D'accord? Le sadisme, on vient d'en parler, qui s'apparente au machiavélisme d'une certaine manière. Donc c'est évidemment ce type de profils qui vont être plutôt les auteurs, notamment les leaders de harcèlement. Parce que dans une dynamique de harcèlement, il faut toujours comprendre qu'il y a un ou deux leaders, mais surtout beaucoup de suiveurs. Beaucoup de suiveurs. D'accord? Et s'il n'y avait que le leader, vous n'entendriez jamais parler du harcèlement. Jamais. Il n'y aurait aucun problème de harcèlement s'il n'y avait que des leaders. S'il n'y avait qu'un leader à chaque fois par classe, dans une dynamique de harcèlement, il n'y aurait pas de harcèlement en vrai. Ça ne se passerait pas. Parce qu'en fait, tout le monde s'en foutrait de ce qu'il raconte, et puis c'est tout. Mais là, il y a des suiveurs. Des gens qui sont un peu moins atteints que lui, voire quasiment pas atteints du tout, et qui vont participer à ça. D'accord? Et ça, évidemment, ça va être un facteur de phobie scolaire considérable. Alors, le narcissisme, on va repasser, l'impulsivité est aussi un facteur très léger de harcèlement, parce qu'effectivement, quand vous avez un défaut d'inhibition, comme on peut retrouver parfois dans le TDAH, quand vous avez un défaut d'inhibition, vous allez avoir du mal à vous empêcher de faire la vanne, vous avez du mal à vous empêcher de critiquer, etc. D'accord? Alors, quel profil des harcelés? Les personnes qui sont harcelées. Quel profil? Alors, c'est intéressant. Pareil, c'est dommage, j'ai des beaux graphiques là, que j'aurais pu vous présenter, mais on va faire. Ce qui montre le risque, c'est de manière scientifique et prouvée, c'est le TDAH et la dépression. Les enfants qui vont se faire harceler, c'est ceux qui ont le profil génétique le plus proche du TDAH et le profil génétique du risque de dépression. Plus proche du risque de dépression. C'est moche, hein? Non? Ben, c'est comme ça. On fait avec la réalité et on essaie de trouver des solutions. Alors, ce qui augmente probablement le risque, donc là on n'est pas dans la certitude absolue scientifique, mais ce qui augmente probablement le risque, c'est l'IMC, évidemment quand on est très gros par exemple, on va beaucoup plus se faire harceler. La schizophrénie, l'autisme et les TOC. Donc des choses quand même relativement spectaculaires. La schizophrénie c'est relativement spectaculaire. Comme l'autisme, alors évidemment la schizophrénie c'est pas spectaculaire dans le sens du TDAH par exemple, mais c'est spectaculaire en termes de différence avec les autres. C'est vraiment des gens qui sont différents, qui vont être perçus par les autres comme vraiment différents. Les autres vont identifier vite la différence. D'accord ? Et les TOC, alors les TOC là c'est spectaculaire tout court, au sens habituel du terme. Évidemment, tout le monde sait ce que les TOC, un trouble social compulsif. Donc si je passe mon temps à taper 17 fois sur la table pour éviter qu'il y ait un cataclysme galactique, les gens vont se foutre de ma gueule. Alors que moi je sais que c'est absurde. Hein. Quand j'ai un TOC, je sais très bien que ça n'a aucun sens. Je ne suis pas idiot du tout. Hein. Je ne peux pas m'empêcher. Si je dois toutes les 5 minutes demander pour aller me laver les mains, on va se moquer. Ce qui diminue probablement le risque. Les blonds de Gad Elmaleh. Vous connaissez la sketch du blond de Gad Elmaleh? Le mec parfait. Souriant, sympathique, sûr de lui. Ça va? Ouais, ça me fait plaisir de te voir aussi. Ouais, cool, ça me fait plaisir. Tu vas bien? Ouais. Oh, bah c'est la pêche, c'est pas ce que j'ai fait ce week-end. Voilà. Bon, bah ça, le blond de Gad Elmaleh, qui va toujours bien, qui est toujours formidable, toujours agréable, toujours sympathique, il a moins de risques de se faire harceler. Ça ne va pas forcément être un harceleur, mais il a moins de risques de se faire harceler. D'accord. Ça, c'est pareil, c'est issu d'une étude, bon, je ne vous l'avez pas là, mais tout à fait sérieux, des scientifiques. Hein. Voilà. Les occultes qui vont bien, ce qui existe, hein, tous les gens avec un haut potentiel intellectuel le font pas mal, surtout quand on prend la définition bête qui est de dire que c'est un QI homogène au-dessus de 130, en gros, bah là forcément, si vous prenez cette définition-là, ils vont plutôt bien. Parce que quand on va bien, on n'a pas un QI homogène, donc forcément on rentre dans les critères. D'accord? Mais les QI homogènes, donc sans comorbidité, sans trouble associé, qui ont la chance de toujours passer entre les mailles, effectivement, eux, ils ont moins de risques de se faire harceler. Mais c'est déjà des demi-blonds. Hein. C'est ce que je veux dire. Voilà.
J'espère que personne ne s'est senti offensé par le terme blanc, hein. C'était pour le truc du Gazamel, parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dit, il ne faut pas stigmatiser les blancs, d'accord? Je suis très admiratif des blancs. Quelles sont les conséquences psychiques du harcèlement? Qu'est-ce qu'il y a comme conséquences? C'est pas terrible, hein. Je pense que vous en doutez, il n'y a pas besoin de trop vous l'expliquer, mais enfin on a des données scientifiques là-dessus. On a ce dont on est sûr, là je ne parle ni du problème, ni du possible, ni de l'insuffisant, je parle de ce dont on est sûr ici. Ça augmente le risque d'anxiété, de dépression, de mauvaise qualité mentale en général, de mauvaise santé physique en général. Le stress c'est mauvais pour la santé, je ne vous l'apprends pas. C'est pas que mauvais pour la santé mentale, c'est mauvais pour la santé physique tout simplement. Le risque de self-injury, d'automutilation, d'accord? Le risque de tentative de suicide, le risque d'idée suicidaire. Rien que ça. On a bien des liens avec la police scolaire, là, c'est pas. Quand on se fait harceler comme ça à l'école, on n'y va plus. Hein. Faut être raisonnable. D'accord. Alors, que deviennent les harceleurs? C'est intéressant aussi ça, parce que vous savez, moi je suis psychiatre, donc la morale, tout ça, je m'en fous. C'est pour ça que je reviens des psychopathes. Au bout d'un moment, quand on est psychiatre, à force de voir des choses, on a une distanciation avec la morale qui se crée assez facilement. Et donc, moi, les harceleurs, je les aime bien aussi. Hein. Je les aime autant que les harceleurs, on va dire. C'est autant mes patients, d'ailleurs. Et je suis autant là pour les aider pareil. C'est vrai qu'ils vont pas bien. Parce que je vais vous donner un scoop. Donc là, accrochez bien, c'est une première mondiale. Les gens ne font pas des trucs pas bien quand ils vont bien. Donc là je vous ai tous sous le choc, hein, c'est la première fois que vous l'entendez. Mais c'est une évidence, hein, les gens ne font pas des trucs pas bien quand ils vont bien, ça n'existe pas. Personne ne décide un jour de devenir toxicomane. C'est ah tiens, je vais très bien en ce moment, si je devenais toxicomane au tabac, au sucre, à l'alcool, au cannabis, à l'héroïne, à la cocaïne, à ce que vous voulez, il y a tellement de drogues possibles. À internet, à toxicomane, à ce que vous voulez. Tiens, non, quand on va dire, on ne fait pas ça. Quand on va bien, on ne harcèle pas, non. Et en fait, ils vont, les pauvres harceleurs, bon, c'est méchant ce que je dis là, je suis en train de défendre les harceleurs. Non, je ne les défends pas, c'est des patients. Il faut que je m'en occupe aussi quand même, non? Ça vous choque? Non, un peu. Peut-être ceux qui se sont fait harceler, ça les choque, mais vraiment, ils ne vont pas bien non plus. Je vous promets, ils ne vont pas bien non plus. Il faut s'occuper de tout le monde, d'accord? Eh bien, les harceleurs, ils seront beaucoup plus victimes d'accidents et d'agressions violentes. Alors j'ai mis la violence, s'appelle-t-elle la violence par interrogation? Un peu quand même, évidemment. Je crois bien que c'est des profils, ils vont avoir des problèmes. Vraiment. Ils vont, si on voyait les choses de manière morale, mais encore une fois, moi c'est pas ça, ils vont payer quelque part. C'est pas gratuit tout ça. Quand on fait des conneries, voilà, il y a des conséquences. Donc ils vont être... donc alors, le risque d'être, comment dirais-je, d'avoir des problèmes d'accidents, de violents, de trucs qui nous arrivent graves, d'accord? Il est plus faible chez les victimes de harcèlement, c'est genre en général plus prudent, et il est plus élevé, nettement plus élevé chez les prédateurs en ligne, donc les perpétrateurs en ligne, c'est-à-dire les perpétrateurs, c'est ceux qui perpètrent les actes de harcèlement. C'est logique, ils sont en général plus extériorisés. D'accord? Et oui, voilà, on voit que voilà, c'est un peu important. Alors on résume. Non, on ne va pas résumer, ça va être trop. Alors, les troubles anxieux. Est-ce que c'était clair pour le harcèlement, harceleur, harcelé, les conséquences, tout ça, les causes, tout ça? Okay. Les troubles anxieux et la dépression, ça c'est l'étiologie numéro 1 amenant à la phobie scolaire, et en fait c'est l'étiologie numéro 1 tout court. Enfin voilà, c'est tout. En fait, si vous voyez quelqu'un en consultation, vous êtes psychiatre, vous avez toutes les chances qu'il vienne pour ça. Statistiquement, c'est de loin la première cause de troubles psychiques, et donc forcément de loin vous imaginez la première cause de phobie scolaire. Alors, le trouble anxieux et la dépression, ils sont liés au school refusable, au refus scolaire, la phobie scolaire. D'accord? Ça, c'est vraiment bien démontré, on en est sûr, je vous l'ai dit, mais c'est une donnée. Vous pouvez le prendre pour acquis. Les gens en phobie scolaire sont souvent des gens qui souffrent d'anxiété
et de dépression. Ils pouvaient certes en souffrir avant, par exemple avant un harcèlement ou avant un problème à l'école, d'accord? Mais c'est le cas. Alors, on parlait de traitement tout à l'heure, j'ai quand même posé la question de traitement. Dans les recommandations de sociétés savantes, il y a 2 traitements recommandés dans la prise en charge des enfants souffrant d'une dépression ou d'un trouble anxieux. Et donc de phobie scolaire le plus souvent. D'accord? C'est les thérapies cognitives et comportementales, les TCC, qui est une forme de psychothérapie, dont le niveau de preuve n'est pas très élevé, mais qui est toujours mieux que rien. Et vous avez des antidépresseurs, donc là en l'occurrence cette étude c'est la fluoxétine, peu importe, cette étude c'est la fluoxétine dans le refus scolaire anxieux. Enfin, dans le trouble anxieux tout court, dans la dépression tout court, ça marche tout pareil, je vous rassure. Voilà. Je vous ai donné cette étude précise parce que c'était le sujet précis, mais des études là-dessus, on a des centaines et des centaines, d'accord? Donc la fluoxétine est un antidépresseur. Est-ce que vous savez ce qu'est la différence entre antidépresseur et anxiolytique? Vous savez, qui ne sait pas? Donc il y a au moins une ou 2 personnes qui ne savent pas, donc c'est important de le préciser. La différence, c'est à peu près tout, en fait. C'est pas compliqué, il n'y a quasiment aucun point commun. Les antidépresseurs, ça ne crée pas de dépendance, ça ne crée pas d'accoutumance, et pour la fluoxétine, et pour d'autres d'ailleurs, mais en tout cas pour ça dont on parle aujourd'hui, ça ne crée pas de sevrage. C'est-à-dire si vous l'arrêtez d'un coup, il ne se passe pas grand-chose en général. Je ne dis pas que le faire, mais en général il ne se passe pas grand-chose. Et quasiment tout le temps il ne se passe pas grand-chose. Alors que les anxiolytiques, ça crée une dépendance, une accoutumance et un sevrage. Plus vous en prenez, moins ça marche. Plus vous en prenez, plus vous avez besoin d'en prendre beaucoup. D'accord? Et si vous l'arrêtez d'un coup, je peux vous dire, vous finissez aux urgences. D'accord? Donc c'est vraiment l'opposé. Les anxiolytiques, par contre, ils ont pour eux que ça fonctionne tout de suite. Tout de suite. Prenez une demi-heure après. Les antidépresseurs, ça met des semaines et des mois à fonctionner. Mais, la grande différence, c'est que les anxiolytiques, ça ne soigne pas le trouble anxieux. Ça le masque. Les antidépresseurs, ça répare le trouble anxieux. Ça, c'est une étude aussi pareille, sertraline plus TCC. Donc, sertraline, c'est un autre antidépresseur. Donc, pas de dépendance, pas d'accoutumance, pas non plus de sevrage avec la sertraline. Je ne dis pas que arrêter du jour au lendemain, mais bon, moi, ça m'arrive de le faire chez plein de patients. Mais voilà, en tout cas, vraiment, le sevrage est extrêmement facile. Rien à voir avec les anxiolytiques. D'accord? Donc, il y a une autre étude qui dit la même chose. Enfin, de toute façon, tout va après dans ce sens-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Alors, ça, c'est important que vous compreniez, parce que c'est vraiment dommage qu'on ne voit rien. La fluoxétine, comment les antidépresseurs ça marche? Et notamment, là, ici, la fluoxétine. Je vais étudier sur la fluoxétine. D'abord, est-ce que vous savez comment ça marche? Qui sait comment ça marche? Personne. Ça vous intéresse de le savoir ou pas? Alors, les antidépresseurs, ça fait pousser des neurones. Qui s'attendait à cette chose? Ça fait pousser des neurones. Plus que si vous n'en prenez pas. Qui s'attendait à cette réponse? Ça fait pousser les neurones dans 2 zones du cerveau, notamment, qu'on appelle l'amygdale et l'hippocampe, qui sont des zones impliquées dans la gestion des émotions. Plus vous prenez des antidépresseurs longtemps, plus vous favorisez la pousse de neurones. Et plus vous diminuez la peur, le doute, l'inquiétude, la préoccupation. Qui est sous le choc là? Qui demande une réanimation d'urgence? Non? Bon, d'accord. Donc vous voyez, c'est à des milliards d'années-lumière de ce qu'on entend à la télé, dans les journaux, etc. Ça, c'est des scientifiques. Ça, je crois que c'est publié dans Nature. Évidemment, je ne vois pas, donc... Évidemment, je l'ai coupé, donc je ne sais pas où est-ce que ça a été publié, mais ça ressemble à un des journaux du groupe Nature. Bref, c'est pas publié dans le journal de Mickey, ou dans Fiction Magazine. Publié dans les très grands journaux scientifiques, d'accord? Avec des méthodologies extrêmement simples. Donc, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les antidépresseurs de première ligne, qui sont recommandés dans la dépression dans le trouble anxieux, parce qu'en fait, c'est dépression, trouble anxieux, c'est... La dépression, c'est un trouble anxieux qui a mal tourné, quoi. La dépression, c'est un trouble anxieux qui a traîné trop longtemps et qui se radicalise un peu, quoi.
Vous voyez? Et là, de nouveaux symptômes apparaissent comme la tristesse, etc. Mais c'est extrêmement rare, ça existe, mais c'est extrêmement rare, les dépressions non précédées de troubles anxieux. Moi, je trouve ça suspect quand quelqu'un vient, ça m'est jamais arrivé, si quelqu'un vient demain dans mon cabinet et me dit « Avant ma dépression, ça allait très bien, j'étais pas du tout stressé, j'étais pas du tout envahi par mes émotions, j'étais pas du tout... j'étais très, très content de moi, j'avais tout à fait confiance en moi, etc. En gros, j'étais blanc. Avant ma dépression, j'étais blanc. Je me suis dit, il y a un problème, là, il faut faire un scanner cérébral d'urgence, il y a autre chose. Vraiment. Moi, le jour où ça m'arrive, je fais une IRM, je fais un électroencéphalogramme, enfin, je cherche autre chose qu'une dépression. Vraiment, sans blague. Peut-être que je trouverais rien, mais de toute façon, ça m'est jamais arrivé. Mais voilà. Et c'est tout comme si on me dit, dans ma famille, personne n'a jamais fait de dépression, personne n'est anxieux. Bon, ok. On va quand même. Vous êtes sûr que vous connaissez votre famille? Vous êtes sûr que. Ah, c'est. Déjà, c'est tellement fréquent que sur toute la famille, c'est quand même probable qu'il y ait eu une dépression, quand même, déjà. Et puis l'anxiété, c'est aussi très fréquent. Et en général, les gens disent, bah oui, ma mère, très anxieuse, a fait quelques dépressions. Ah oui, d'accord. Bon. Enfin, c'est pas un critère diagnostique, enfin, vous voyez, il faut qu'il y ait un faisceau d'éléments cohérents. D'accord. Il suffit pas de cocher les cases du diagnostic. Sinon, on se plante quand on fait ça. Quand on fait de la psychiatrie, bêtement avec des cases, là, on se plante. Avec le stress post-traumatique et troubles anxieux, ça, je vous parle de stress post-traumatique parce que c'est quelque chose qui peut arriver chez les enfants en phobie scolaire, notamment qui ont été harcelés, mais pas que. Il y a des enfants qui ont été traumatisés par certains profs, alors qu'ils n'ont pas été harcelés par le prof en question. Mais ça a été traumatisant pour eux, la manière d'être de ce prof, etc. Ça arrive, hein, c'est pas... Je ne dis pas que les profs sont méchants du tout, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie. D'accord. Et il y a parfois des états de stress post-traumatique, suite à notamment à des harcèlements, parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'ils allaient vraiment crever, qu'ils allaient mourir, qu'on allait les tabasser, qu'ils allaient vraiment y passer. Il y a vraiment une sensation vraiment de mort, de risque de mort, et ça peut amener des stress post-traumatiques. Alors vous savez que les stress post-traumatiques, ça se caractérise notamment, entre autres, pas un cours de psychologie, mais entre autres par le fait d'avoir des reviviscences, c'est-à-dire de revivre les souvenirs, de les revivre, pas de souvenir, de les revivre. Je répète, pas de se souvenir douloureusement, en disant oh, c'était terrible, de les revivre. Tac, devant vous, paf, vous le voyez, vous l'entendez, les odeurs, vous les ressentez, etc. Des reviviscences. Et des cauchemars, notamment des cauchemars du traumatisme, et puis tout ce qui va avec, l'anxiété anticipatoire, éviter les lieux où ça s'est passé, enfin, tout ça, ça va avec l'anxiété en général. Alors ça, c'est aussi intéressant, pour parler des apprentissages, c'est que c'est pas pareil d'avoir un trouble anxieux généralisé que d'avoir un trouble obsessionnel, qui est une forme de trouble anxieux, pour les apprentissages. Alors les deux, c'est mauvais pour les apprentissages. Quand vous êtes stressé, vous comprenez bien que vous êtes moins performant que quand vous n'êtes pas stressé. Même vous savez, à l'intérieur de vous-même, là, je ne parle même pas de différence entre les gens stressés et les gens pas stressés, c'est pour une même personne, plus vous êtes stressé, moins vous êtes performant. Vous savez, c'est comme quand vous dormez mal, vous êtes irritable, tout le monde le sait, c'est pareil pour les performances cognitives. L'anxiété en général, c'est pas bon pour la performance, évidemment. D'accord, tous ceux, moi, vous savez, il y a un grand rationalisme morbide classique, c'est de dire ah, mais moi, si j'avais pas été anxieux, j'aurais jamais réussi mes études. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Non? Bon, moi, je les ai entendus souvent. Personne n'a entendu ça? Ah si, merci, quand même. Ça, c'est vraiment un grand classique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. L'obsessionnalité, même l'obsessionnalité, c'est-à-dire le fait d'être extrêmement rigide, de vouloir tout contrôler. Hein, c'est une volonté de contrôle, c'est une volonté de contrôler son doute, son inquiétude, sa préoccupation. Quand je suis stressé, une des manières que mon cerveau a de penser qu'il pourrait être moins stressé, c'est de contrôler. Je fais des listes, je programme, je calcule, je mets des réveils, je planifie tout. Je contrôle mon poids, je contrôle mon apparence, je suis toujours tiré à 4 épingles, etc., etc. Mais de manière pathologique, évidemment, je ne parle pas juste de prendre une douche et d'être propre. On est d'accord, on a compris. D'accord? D'ailleurs, je fais une petite digression. Très importante. Très, très importante. En psychiatrie, quand il y a un problème, il y a un problème. Et quand il n'y a pas de problème, devinez quoi? Il n'y a pas de problème. C'est révolutionnaire.
Quand, je répète, c'est technique, hein. Quand il y a un problème en psychiatrie, quand vous avez un problème qui se passe dans le cerveau, bah, c'est qu'il y a un problème. Par contre, quand vous n'en avez pas, c'est qu'il n'y en a pas. Vous comprenez? C'est pas possible de diagnostiquer le TDAH au Masai Mara. Parce que les Maasai, ils passent leur temps à faire ça. C'est dans leur culture, c'est des danses traditionnelles, ils bougent partout, c'est des chasseurs-cueilleurs. C'est impossible, les TDAH. Vous pouvez avoir la génétique la plus 100% TDAH du monde, vous n'en souffrirez jamais. Le même enfant, vous lui faites passer 1 minute à l'éducation nationale, il est TDAH dans la minute. Le même gamin au Masai Mara, 0% de TDAH, et jamais de sa vie n'en souffrir. Pourtant, c'est le même gamin qui a la même biologie. Or, le TDAH, c'est éminemment génétique. Éminemment génétique, c'est un des trucs les plus génétiques en médecine. En médecine. Pas de la psychiatrie, en médecine. C'est un truc le plus héréditaire dans la médecine. Mais ça dépend du contexte. Donc, je répète, quand il y a un problème, il y a un problème. Et quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous êtes un peu hops dans votre vie et que ça ne vous pose aucun problème, et bien vous n'avez pas un trouble obsessionnel. C'est comme en ce moment, il y a un truc qui est terrible sur les réseaux sociaux et ailleurs, c'est des gens qui sont diagnostiqués autistes, bon, ça ne me dérange pas, mais qui vont très bien par contre, ils disent je vais très bien. Ben, t'es pas autiste, c'est que tu racontes. Le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, c'est un trouble. Tu peux très bien avoir une génétique de TSA, tu vas avoir toutes les caractéristiques du monde du TSA, mais si tu vas bien, il n'y a pas de TSA. C'est comme ça, la psychiatrie c'est comme ça. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que sinon, ce serait une dystopie terrible. Parce que moi, dans cette salle-là, si je veux chercher des fonctionnements qui se rapprochent de tel ou tel trouble, 100% des gens de cette salle, je leur trouve un trouble. Alors qu'ils en souffrent peut-être pas, 100% sans exception. Parce qu'on est tous différents, on a tous des traits plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Vous comprenez? Donc heureusement que le critère principal pour savoir s'il y a un trouble, c'est quel est le retentissement, quel est le niveau de handicap général. Jusqu'à quelle heure déjà? Parce que je parle tout le temps. Non mais j'écoute, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h30 et un quart d'heure de... 16h30? Ouais, je suis le mini large, c'est un large un peu extra small quoi. Ouais. Heureusement que j'ai fait un régime. Alors, les OPS, donc pour revenir sur ce qu'on disait au départ, les OPS c'est généralisement. C'est-à-dire que quelqu'un, pour vous donner un exemple très concret en termes d'apprentissage, pour un exemple très concret, et très bête, c'est juste pour vous expliquer la notion. Comprenez bien que je vais vous donner un exemple bête qui ne s'applique pas, mais juste pour que vous compreniez la notion. D'accord? Tout le monde est d'accord là-dessus? Tout le monde ne va pas prendre les choses au pied de la lettre? Tout le monde n'est pas trop obsessionnel? Parfait. Donc c'est ça le problème obsessionnel. C'est qu'on va leur donner un exemple et vous dire, d'accord, très bien, j'ai donné l'exemple. Donc c'est ça, obsessionnel. Et ça ne veut rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. C'est cet exemple précis. Tout ce qu'on pourrait légèrement et naturellement déduire, c'est pas ça. C'est l'exemple. 2 plus 2 égale 4. Très bien, je note. Très bien. Mais ça ne veut pas dire que 3 plus 1 égale 4. Voilà. 2 plus 2 égale 4. 3 plus 1, je ne sais pas. Tant qu'on ne me l'a pas dit, je ne sais pas. Il faut qu'on l'affirme. Prouvez-le. D'accord? J'exagère. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire qu'ils ont tendance à moins généraliser les apprentissages, à moins inférer des choses un peu plus générales d'exemples concrets. Ils vont rester sur les exemples concrets. Ils sont un peu rigides. D'accord? Et ça peut créer des problèmes d'apprentissage réels. Alors que ceux qui ont un truc généralisé, ils n'ont pas ce problème de généralisation. Ce qu'elle veut dire. Bon, ils ont beaucoup moins ce problème. D'accord? Les obsessionnels, aussi souvent que ça puisse paraître, ils vont avoir des problèmes de planification. Alors on pourrait se dire, ils passent leur vie à planifier. Il y en a qui ont des difficultés de planification parce que c'est leur planification à eux et leurs obsessions à eux qui font. Généraliser, puisque une planification ça nécessite de la souplesse aussi. Donc, ou trop peu. D'accord? C'est clair ou pas les exemples que je vous donne? Ouais? Super. Pas hésiter à me dire non. Hein. Je me vexerai pas. Au pire, je vous balance le micro à la tête, c'est pas non plus. Bon. Alors oui, ça c'est vraiment juste pour rire, parce que c'est vraiment. Parce que parfois il faut aussi dans les présentations, on dit il faut montrer des jolies images. Voilà. J'ai dû trouver un article pour vous montrer une jolie image. Cette image c'est celle-là. Vous voyez toutes les couleurs comme c'est beau. Hein, c'est une étude sur les troubles des apprentissages
en mathématiques et l'anxiété. Et il y a des gens assez bêtes pour faire de la recherche qui se sont dit, et surtout des obsessionnels d'ailleurs, tiens, c'est une très bonne illustration, je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne. Il y a sûrement des gens qui se sont dit, j'aimerais savoir l'anxiété des mathématiques, où est-ce que ça se trouve dans le cerveau? Alors, on sait déjà depuis longtemps qu'on se trouve l'anxiété tout court. Et les mecs, non. Ils ne pouvaient pas se dire que ça doit être la même chose pour les mathématiques. Non, ils se sont dit, je veux savoir pour les mathématiques. Et donc ils ont fait une étude, et évidemment ils se sont retrouvés avec l'amygdale droite, vous savez, je vois l'amygdale de l'hippocampe, dans les zones impliquées dans la gestion du stress. Ben, évidemment, ils se sont retrouvés avec l'amygdale qui clignote. C'est normal, tous les troubles anxieux, ils ont l'amygdale qui clignote. Mais non, ils se disent, non, je veux savoir pour les mathématiques. Donc, on pourrait faire ça pour tout, la phobie des chiens. Donc si vous vous rendez compte, si des scientifiques obstinels disent, moi tant que ce n'est pas prouvé pour le teckel à poil dur, eh bien, je dirais que ça n'existe pas. Ils vont devoir faire pour chaque sorte de chien, teckel à poil dur, teckel à poil long, savoir où est-ce que ça se passe dans le cerveau. L'anxiété des chiens. Non, bordel, calme-toi, monsieur l'obsessionnel. Voilà, l'anxiété c'est là, il n'y a pas de raison pour l'anxiété des mathématiques soit différente. Vous comprenez? C'est une bonne illustration du. Vous voyez bien avec les obsessionnels là? Ouais. Bonne illustration ça, je n'avais pas anticipé ça. Alors, conclusion, la phobie scolaire c'est un symptôme. Est-ce que ça rentre à la tête de tout le monde ça? Qui c'est pas rentré à la tête de tout? Dites-moi, je vais rentrer le micro. C'est clair pour tout le monde? Oui. Vous êtes en digestion, qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de parler, vous avez des masques, vous pouvez crier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Voilà. Et bah, bon, il faut traiter l'étiologie. Et l'environnement, c'est une priorité. C'est-à-dire que, on ne s'arrête pas à il a une phobie scolaire. Non, on veut savoir ce qu'il a. C'est quoi l'origine, la biologie, le fonctionnement psychique. Il ne faut pas s'arrêter à j'ai fait un diagnostic de phobie scolaire. Génial. Bien joué, mec. Non, qu'est-ce qu'il a? Donc on traite ensuite l'étiologie. Est-ce que c'est le TDAH? Est-ce que c'est le trouble anxieux? Est-ce que c'est le trouble bipolaire? Est-ce que c'est je sais pas quoi? Est-ce que c'est le harcèlement? Est-ce que c'est l'environnement scolaire? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Donc on fait un diagnostic psychiatrique et environnemental de la situation. C'est par un psychiatre ou c'est par un autre? Par qui vous voulez, par un TK à la poil dur s'il est compétent. On s'en fout, ça change rien. Ce qu'il faut, c'est des gens compétents. Ça peut être votre généraliste. Ce que je vous dis, je vous parle de trucs qui sont des choses du quotidien. D'accord? Si votre généraliste est compétent dans le domaine, qui se sent capable de le faire, qu'il le gère lui-même. Je connais des généralistes capables de faire ça sans aucune difficulté, aussi bien que moi. Je suis psychiatre, c'est mon truc là-bas. Il n'y a pas besoin, il faut être formé, c'est pas compliqué, c'est des choses fréquentes et simples. D'accord? Après, s'ils ne sont pas capables, généralistes, il faut vous adresser vers quelqu'un, un psychiatre, un pédiatre, un je sais pas quoi, ce que vous voulez. Interroger notre système scolaire, c'est indispensable. Alors ça, c'est la petite minute politique. Non, pas politique, polémique. Non, pas polémique. Je ne sais pas comment dire, mais vraiment comprendre que on a un fonctionnement biologique qui est à peu près stable depuis 300 000 ans. D'accord? Homo sapiens sapiens, c'est 250 000, 300 000 ans. Ce que vous voulez, excusez-moi pour les obsessionnels d'Homo sapiens sapiens qui veulent une date précise, je ne la connais pas, je crois d'ailleurs que personne ne la connaît. Vous voyez, gros, si vous adoptez un gamin il y a 200 000 ans, vous n'aurez pas de différence. C'est le même bonhomme, c'est tout pareil que nous. D'accord? Ça fait long, hein? Et pour les fonctionnements comme l'anxiété ou le TDAH, c'est des trucs qui sont bien plus vieux qu'Homo sapiens, bien plus vieux que les hominidés. C'est des trucs de mammifères, ça a plusieurs millions d'années ces réseaux-là. C'est pour ça que quand vous donnez à mon TK à la poil dure, oui, vous avez compris qu'il y avait un TK à la poil dure. À mon TK à la poil dure, la fluoxétine, parce que lors d'une dénéation, il fait une dépression, il tremble, il pisse partout, il chie partout. Il tremble tout le temps. Là, il va mieux. Et ouais. Il va mieux, parce qu'en fait, il a comme moi des réseaux sérotoninérgiques. Il a un circuit de la peur, comme les chevaux, comme je sais pas quoi. Et donc, quand vous leur donnez de la fluoxétine, ils vont mieux. Bah oui. C'est même pas un truc d'Homo sapiens, c'est même pas un truc d'hominidé, c'est un truc, mais au-delà même des mammifères. Vous rendez un crabe anxieux,
Vous lui foutez de la fluoxétine dans le bocal, il va mieux. Mais vous voyez, c'est même au-delà des mammifères. C'est des trucs vieux comme le monde, enfin comme les animaux. Et c'est quand même assez vieux les animaux. Je ne sais pas si les dinosaures ont ça, j'en sais rien pour les oiseaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très vieux, ça a des millions d'années, ces réseaux. D'accord? Et nous, on fonctionne sur ces réseaux depuis des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Et il faut comprendre que, du coup, la question qu'on doit se poser quand on crée une société, c'est comment on fait avec ce qu'on est. Ça vous semble logique ou pas? On essaie de créer une société pour nous, vous êtes d'accord? Bon, et bien le problème, c'est que les obsessionnels ont pris le pouvoir. Depuis 15 000 ans, à peu près. Depuis la sédentarisation, depuis l'agriculture. Depuis qu'on a décidé de ne plus être des chasseurs-cueilleurs, ces foutus obsessionnels que j'adore, mais qui ont un intérêt très important dans la société, mais qui devraient rester à leur place, on leur donnait toute la place. Et on les a autorisés à prendre des décisions pour nous tous. Et donc, petit à petit, ils ont commencé à créer des normes, des règles, qu'il s'agit de respecter, de plus en plus nombreuses, de plus en plus rigides. Et si vous ne les respectez pas, paf, on vous tape dessus. Il y a un énorme biais de recrutement dans nos sociétés. Les personnes qui me dirigent les énarques, que j'adore, que j'aime beaucoup. Vous comprenez bien que c'est ceux qui étaient le plus dans le moule du système de l'éducation nationale, vous êtes d'accord? Par définition. Ils ont fait un bac plus 7, plus 8, plus machin, de trucs théoriques. Moi je suis docteur, moi ce que j'ai fait à côté d'eux c'est un CAP, c'est un truc pratique. J'étais à moitié du temps dans les trucs des gens, là, à couper des jambes, des machins, puis l'autre moitié on est dans des trucs très techniques. J'ai fait des études certes, mais c'est des études techniques. Je suis un ouvrier spécialisé. Eux, ils ont fait toute la scolarité que vous avez faite, plus encore 6, 7, 8, 9 ans d'études, toujours tout théorique là. Et ils ont été excellents. Ce sont les purs produits du système. Comment voulez-vous que des gens comme ça créent un système qui est bien pour tout le monde? Ils créent un système qu'ils considèrent bon pour le système lui-même. Donc tout ce qu'ils font est logique et cohérent, soyons clairs. C'est pas des débiles. C'est des génies, ces gens-là. Il n'y a aucun problème. Sauf qu'ils organisent une société parfaite pour la société. Pas pour les êtres humains, pour la société elle-même qu'ils inventent. Et eux, ils se prennent comme exemple pour eux. Et ça a marché l'école pour eux. Il n'y a plus de problème. Il suffit de travailler un peu. Hein? Ah ouais? Bande de feignants! Bande de nuls! D'accord? C'est vraiment un problème. Si vous voulez, quand le système de la peur l'emporte sur tout, quand le système du doute, de l'inquiétude, de la préoccupation l'emporte sur tout, les gens obsessionnels et rigides paraissent être des solutions. Et nous tous, on s'y bat. Ils ont des solutions, ils ont des protocoles. C'est tout carré. On a tous peur. Eux, ils nous amènent des solutions toutes carrées. Et on leur a donné tout le pouvoir. Et les gens, même vous, dans votre tête maintenant, les gens que vous considérez sérieux, c'est les gens qui sont comme ça, qui ne bougent pas sur leur truc, qui sont comme ça. Je vais vous présenter cette diapositive. Cette diapositive a été réalisée, et voilà. Et il part comme ça. D'accord? Très machin, très sérieux, très technique. Il dit, oh, lui, il maîtrise son sujet. Hein. Oui, mais c'est vrai en plus, il le maîtrise son sujet. Il ne maîtrise peut-être pas ce que c'est l'humanité. Et comment ça fonctionne là-dedans, et comment on peut faire en sorte que les enfants soient pas en phobie scolaire et pas de troubles des apprentissages. Plus vous aimez ce que vous faites, plus vous avez le sentiment d'être libre de le faire à votre manière, plus vous êtes performant. Dans les 10, vous qui avez peut-être des enfants 10, ou qui voyez des enfants 10, vous avez remarqué qu'une année, ils sont bons dans telle matière, Oui. et puis l'autre année, dans la même matière, ils sont pas bons. Qui a remarqué ça? Presque tout le monde. Alors là, ceux qui voient, presque tout le monde. Ça dépend du prof, j'ai entendu. Comment ça se fait? C'est quoi? Le prof change le cerveau de la personne 10? Les émotions, le plaisir, la pédagogie, le sentiment d'être pris au sérieux, valorisé.
C'est comme ça que ça marche, un cerveau d'Homo sapiens sapiens. C'est pas, il me semble important que dans les programmes, il y ait telle notion abordée, de telle méthodologie. Comme ça, hop là, bien avancé. C'est pas comme ça que les cerveaux apprennent. C'est peut-être logique dans votre système, mais c'est pas comme ça que le cerveau apprend. Voilà. Je dis pas rien. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai inventé, le cerveau. Donc voilà, on m'a dit 30, il est 27, donc je suis un bon élève. Il faut s'abonner à la page Facebook Information Psy. Il faut s'abonner sur Twitter si vous voulez me suivre. Je dis beaucoup de bêtises sur Twitter, ça m'amuse beaucoup. Je m'attaque beaucoup aux obsessionnels d'ailleurs sur Twitter, que j'aime beaucoup les obsessionnels. Moi-même, j'ai un bon côté obsessionnel sur certains trucs, mais je dirais que voilà. Et la chaîne YouTube, Food Normandie, vraiment, abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit entièrement. Entièrement gratuit, il n'y a même pas de pub, c'est pas une chaîne monétisée, c'est entièrement gratuit bénévole. Je fais ça avec mes petits doigts, ma petite caméra, vous voyez, enfin, mon petit téléphone portable. D'accord? Et j'écoute vos questions. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez que la fluoxétine créait des neurones. Oui, ça fait pousser les neurones dans l'hippocampe et... À partir du moment où on arrête la prise de la fluoxétine, est-ce que ces neurones grillent ou pas? Non, ils ne grillent pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sevrage, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le grand classique, c'est les gens qui, quand on ne les a pas prévenus, ils viennent me voir, ils me disent j'ai pris 6 mois de traitement, puis j'ai arrêté. Et pourquoi vous avez arrêté au bout de 6 mois? C'est trop tôt, 6 mois. Parce que ça allait bien. Et j'ai oublié 2-3 fois, il ne s'est rien passé. Puis j'ai oublié une semaine, puis 2 semaines, puis il ne s'est rien passé, c'était toujours aussi bien. C'est vrai. C'est vrai. On a fait un stop, sauf que le stop était trop faible. Donc 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, 5 ans après, il faut faire le stop maximum. On ne peut pas savoir combien de temps va durer ce stop maximum une fois qu'il est fait, mais en général, il dure toujours beaucoup plus longtemps que quand on n'a pas fait le stop maximum. Voilà. Donc non, c'est une réparation. Les neurones ne meurent pas à l'arrêt de la fluoxétine, ils ne sont pas sous perfusion de fluoxétine, ils sont favorisés par les antidépresseurs, et en l'occurrence cette étude était sur la fluoxétine, mais c'est pareil, c'est très probablement pareil pour tous les autres antidépresseurs. Ça veut dire qu'on va tous prendre la Non, pas du tout. Si vous n'êtes pas trop anxieux, ça ne vous apportera rien du tout la fluoxétine. Ça vous apportera rien, vous aurez juste des effets secondaires qui ne sont certes pas terribles, mais ça ne vous apportera rien. Est-ce que ça veut dire que c'est l'anxiété qui détruit Alors, ce qu'on sait, c'est que plus vous êtes anxieux dans votre vie, d'accord, plus vous avez un risque de démence. Voilà. Et c'est logique en fait, plus vous êtes anxieux. Vous savez, on a même des études dans le cancer. Alors, l'anxiété ne crée pas de cancer. En tout cas, pas de manière mesurable. D'accord? Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un tout petit effet sur l'espérance de vie pendant le cancer. Si vous êtes moins anxieux, votre espérance de vie pendant le cancer sera plus élevée que si vous l'êtes. Vous voyez, même pour des trucs très organiques, très mécaniques, voilà, des cellules qui commencent à se multiplier avec ces bordels, même comme ça, l'anxiété joue. Vous avez pas de questions là? Oui. Est-ce que les troubles psychiques de la dépression se retrouvent de façon récurrente sur plusieurs générations? Ah oui, bien sûr. Alors ça, excusez-moi, je n'ai pas été clair apparemment tout à l'heure, mais oui, bien sûr, il y a une composante héréditaire génétique aux troubles anxieux, à la dépression, qui est relativement faible par rapport à d'autres troubles extrêmes comme le TDAH ou d'autres troubles bipolaires, par exemple. Mais là, c'est tellement extrême, la part génétique et héréditaire, que voilà. Mais vous voyez, par exemple, on va prendre l'exemple du trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, c'est essentiellement génétique, 80-90% d'explications génétiques. Vous avez un parent qui a un trouble bipolaire, un seul. Votre risque de trouble bipolaire, à vous, l'enfant, il est de combien? 50%, j'entends? 25%? Pas du tout, vous êtes alarmiste. 10%. Pourtant, c'est éminemment génétique et héréditaire, mais ces choses sont complexes en fait. D'accord? Donc, certes, vous multipliez par 10 votre risque d'avoir un trouble bipolaire, parce que le trouble bipolaire, dans le plus général, c'est 1%. Donc, si vous avez un parent qui a un trouble bipolaire, vous multipliez le risque par 10. Donc, c'est énorme, c'est vrai. Mais ça fait quand même que 10% et 90% de chance que vous n'ayez pas un trouble bipolaire. D'accord? Donc oui, il y a une composante héréditaire génétique au trouble anxieux et à la dépression, mais qui est plus faible que ce type de trouble. Alors. En
côté de ça, à la maison ou avec ses copains dehors, il est tout à fait joyeux. Non, alors, c'est possible, ça arrive en début. Soyons clairs. Un enfant qui est en refus scolaire anxieux, qu'on appelle en phobie scolaire, d'accord, c'est globalement un enfant qui va pas bien. Après, c'est un enfant. Et donc, je sais plus, je crois que c'est le professeur Rollin qui dit ça dans un de ses spectacles. Vous connaissez le professeur Rollin? Voilà, très drôle. J'aime beaucoup, comique et absurde. Il disait, un enfant qui n'a pas de joie, c'est un enfant mort. C'est vrai ça. Même un enfant déprimé, très déprimé, il a des périodes de joie dans la journée sans aucun problème. C'est pas comme chez l'adulte. Chez l'adulte, il peut avoir des périodes de joie quand on est déprimé, bien sûr. Mais c'est pas systématique. Même l'enfant le plus déprimé du monde a des périodes de joie. S'il n'a pas de période de joie, c'est qu'il est mort. D'accord? Donc oui, bien sûr, on peut avoir des périodes dans sa vie, notamment en dehors des périodes anxieuses, phobiques, en dehors de l'école, comme une phobie scolaire par exemple, où on va très bien. C'est possible. En général, c'est quand même des gens qui vont pas si bien que ça, monsieur. Au stade de l'étiologie, de l'étude du comportement, comment ça peut gérer quand on a un enfant qui ne parle absolument pas? Quel travail on peut mener? Pour trouver la cause quand il parle pas du tout? Alors, il y a quand même un truc très simple, hein, c'est de voir les parents. Moi, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, c'est une étude qui a été menée aux États-Unis par un très grand institut. Ils ont essayé de savoir si les chiens, ça pouvait créer des chats. Donc ils ont essayé, ils ont fait reproduire plein de chiens, et ça n'a jamais donné des chats. C'est une blague, vous avez compris. C'est juste pour dire que les chiens ne font pas des chats. Ça n'arrive jamais. Jamais. Si mon teckel à poil fait un bébé avec une teckel à poil ce ne sera pas un teckel à poil long ou un teckel à poil ras qui aura. Ce sera un teckel à poil dur. On ne parle même pas de chien, on parle de teckel. Comme ça. Donc si l'enfant ne parle pas, faites parler les parents. Faites parler les parents, regardez les antécédents familiaux, faites une analyse précise de ce qui se passait avant qu'ils ne parlent pas, et vous trouverez le diagnostic. C'est pas très compliqué, ouais. Honnêtement, voilà, la parole de l'enfant est fondamentale, mais elle n'est pas absolument indispensable. C'est mieux si on l'a. On peut arriver à faire ça. D'autres questions? Madame. Est-ce que ce sont les enfants 10 qui font plus de phobie scolaire ou pas forcément que d'autres? Vous voulez me tuer en fait, c'est ça? Quel est votre projet avec cette question? Chercher à me faire culpabiliser d'avoir fait une mauvaise présentation? D'accord, alors, c'était tout l'objet, vous savez, des diapos que je vous ai montrés là? Oui, c'est ce que je vous ai dit. En fait, les enfants 10 ont plus de phobie scolaire parce qu'ils ont plus de troubles et puis comme ils ont Ah, vous avez pété. Ah, en fait, vous foutez de ma gueule. Vous savez même pas ce que tu as au début. Ok. Où est la caméra? Ah, ben, la caméra cachée. Elle est pas cachée. Ok. Ensuite, est-ce que quelqu'un a une question? Madame. Vous avez dit que les troubles 10 et TSA devaient être des troubles d'élimination, mais alors quels pourraient être les autres troubles, du coup? Les autres troubles... pareil, vous voulez me tuer, donc je vais répéter ça. C'est mon job, il n'y a pas de souci. En fait, ce que je vous ai dit mais vous étiez pas là, c'était avant le début de la conférence. C'est aussi pour ça que je dis, il n'y a pas plus ressemblant à un TSA qu'un enfant qui a eu précocement un TDAH et un trouble anxieux. C'est la même symptomatologie, il cochera tous les critères de TSA. Sans problème. Donc, quels sont les troubles pouvant à éliminer avant d'envisager un TSA? Par exemple, les deux troubles les plus fréquents en psychiatrie, le TDAH et le trouble anxieux. Quels sont les troubles à éliminer avant d'envisager un 10? Les deux troubles les plus fréquents, qui donnent troubles des apprentissages, le TDAH et le trouble anxieux. Donc vraiment, c'est les deux troubles qu'il faut absolument éliminer. Merci de m'avoir donné l'occasion de le répéter. D'autres questions? N'ayant pas pour objectif de m'assassiner, bien sûr. Pas d'autres questions? Je le prends très mal. C'est bon? Tout le monde est sûr qu'il n'y a pas une question? Si, madame, allez. Le trouble anxieux, on peut le traiter à partir de quel âge? Ah ouais, bonne question. Alors, à quel âge on peut traiter le trouble anxieux? Officiellement, dans l'ANM, dans l'autorisation de mise sur le marché en France, donc pour que ce soit remboursé, les traitements qu'on recommande en première intention dans le trouble anxieux chez l'enfant,
peuvent se délivrer à partir de, et c'est là où vous avez la haute réponse, 8 ans. D'accord? En pratique, une grande majorité des psychiatres, en cas d'absolue nécessité, traitent avec ces molécules à partir de 6 ans, puisqu'en fait on a des données scientifiques sans problème à partir de 6 ans. Mais c'est pas l'autorisation mise sur le marché, c'est pas ce que les petits fonctionnaires ont coché comme case. Voilà. Si on prend la science et non pas ce que disent les fonctionnaires, on peut traiter sans problème à partir de 6 ans. D'accord. Et avant, il y a d'autres solutions, mais c'est plus technique. D'autres questions? Madame? Du coup, avant de commencer le Coasim ou Ritaline pour les TDA, Ouais. on commence par Alors, madame me demande, est-ce que avant de traiter le TDAH avec une équipe est-ce qu'on traite le trouble anxieux? Quand il existe, oui. Clairement, oui. on fait les deux ou on commence par... On va distinguer mon avis et les recommandations. Dans les recommandations, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? Mon avis, qui est l'avis d'un psychiatre de campagne, pour les règles, je suis personne. Mon avis à moi, c'est de traiter le trouble anxieux d'abord. Pour deux raisons. La première, c'est que le petit final, ça augmente l'anxiété chez les anxieux. Donc, si vous avez un anxieux que vous traitez par multifénidate, il va être plus anxieux. Et donc le multifénidate va moins marcher, parce que la deuxième réponse, c'est que pour que le multifénidate marche, il faut diminuer le niveau d'anxiété. Parce que tant que vous êtes anxieux, le multifénidate ne marche pas. Donc, si vous traitez, selon moi, c'est un avis personnel, qui n'engage que moi, d'abord le TDAH avant trouble anxieux chez quelqu'un qui a un authentique trouble anxieux, vous allez augmenter l'anxiété, vous allez avoir un multifénidate qui ne marche pas, vous allez dire bah, je comprends pas, et le multifénidate ça ne marche pas. Oui, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas. Donc voilà. Autre question. On leur donne des antidépresseurs. Ça veut dire que si besoin, on leur donne des antidépresseurs. Hein. C'est bien, s'il y a besoin. Alors, antidépresseurs plus TCC également. C'est les recommandations. Il existe plusieurs types d'antidépresseurs, il peut y en avoir un qui fonctionne et pas un autre. Exactement, c'est une autre question. Est-ce que ça marche toujours du premier coup? Non, pas du tout. On a un arsenal thérapeutique invraisemblable dans les antidépresseurs, invraisemblable. C'est ridicule. Ça ne m'est jamais arrivé d'utiliser tous les médicaments. Jamais. Jamais. Au bout du premier, au bout du deuxième, au bout du troisième, parfois du quatrième ou du cinquième, ça fonctionne. C'est rarissime, les dépressions résistantes. Et quand ça résiste beaucoup, il faut que le docteur se remette en cause. Peut-être qu'il s'est trompé de diagnostic. Parce que les patients résistants, alors oui, il y a des histoires génétiques, c'est vrai, qui font qu'on va plus ou moins répondre à des médicaments. C'est tout à fait exact. Enfin, avant d'envisager des trucs extrêmement rares, envisagez le truc que peut-être vous êtes planté. Parce que ça nous arrive de vous planter à tout le monde, à moi, à tout le monde. Ça arrive. C'est pas méchant, c'est pas contre le patient, pas on se prend, c'est comme ça. Vous avez encore quelques minutes de questions. J'ai une question. Oui, madame. Moi, je parle pour ma fille, mais... Non, on parle pas de votre fille, vous parlez en général. En général, à l'école, on l'a diagnostiqué 10. Si on avait diagnostiqué plus qu'un 10, ouais. On n'a jamais parlé de troubles de l'attention avec hyperactivité. Ouais. Donc, au départ, à l'école, ils ne nous parlent pas de ça. Ils nous parlent toujours que les enfants, ils ont du mal à l'école, qu'il faut aller voir un orthophoniste. Ouais. On ne dit pas d'aller voir un autre professionnel. Ouais. Donc ce que vous dites, hein, madame, pour tout le monde, c'est qu'à l'école, quand il y a un problème, on dit allez voir l'orthophoniste parce que c'est peut-être le problème 10, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, après, moi, je crois que c'est pas le job de l'école de faire un diagnostic. Non, mais on nous dit de... Et non, mais attendez, peut-être ce que je veux dire. Oui, oui. C'est pas le job de l'école de faire un diagnostic. Et si jamais ils le font, je pense que c'est aussi à vous de savoir, à nous de savoir, que c'est pas eux de faire le diagnostic. Et donc, parce que c'est pas parce que quelqu'un avec une autorité nous dit quelque chose que c'est vrai. Notamment quand il ne parle pas dans son domaine de compétence. Or, un prof qui parle de psychiatrie, il parle dans son domaine de compétence, ou de neurologie, ou de... Donc, écoutez le prof, en fait, il est en train de vous alerter qu'il y a un problème, mais prenez le signal comme il y a un problème. Et ne prenez pas le signal comme il m'a dit que c'était un TSA, ou il m'a dit que c'était un 10, ou il m'a dit que c'était, donc il faut que je fasse comme ça. Donc là, le réflexe, c'est d'aller voir son docteur. Le docteur généraliste. Et généraliste, il est intelligent. S'il est bien formé et qu'il se sent à l'aise, il vous dira ce qu'il faut, enfin ce qu'il pense. Et s'il n'est pas bien formé et qu'il ne se sent pas à l'aise, il vous le dira aussi. Il vous
dire, ah, j'y connais rien, allez voir le pédiatre, vous irez voir le pédiatre. Là, en général, il y a plus de chances qu'il soit formé ou à l'aise, donc il vous dira ce que c'est. Et si jamais il n'est pas formé ou à l'aise, pas de chance, deuxième chose, vous allez voir le pédopsychiatre. Voilà. Et s'il n'est pas formé ou à l'aise, oui, etc. Mais allez d'abord voir quelqu'un qui a une vision globale des choses, qui n'est pas juste dans son couloir. Un orthophoniste, c'est très important, c'est fondamental. Je travaille avec 2 orthophonistes dans mon cabinet, c'est formidable. Mais elles font l'orthophonie. Elles n'ont pas une vision globale du fonctionnement cérébral. D'accord? Donc, ce que dit l'école, ça veut dire attention. Après, oui, écoutez pas forcément ce qu'il y a derrière le attention. Écoutez-le, bien sûr, mais pour donner ensuite, pour retransmettre aux professionnels. Mais ne vous dites pas que c'est forcément vrai. Parce que le diagnostic psychiatrique de la maîtresse n'est pas toujours bon. Il l'est parfois, hein, mais parfois il l'est pas. Donc demandez ça au professionnel. D'accord? D'autres questions? Soyez pas timide. Madame, allez vous bien, moi. Est-ce qu'un trouble anxieux ou TDA mal géré peut amener à une bipolarité ou Très bonne question. Est-ce qu'un trouble anxieux ou un TDAH mal géré peut amener une bipolarité? Alors, oui et non. Donc évidemment, je ne vais pas vous laisser avec ça, genre, bonne journée, au revoir. Je vais expliquer. Le trouble bipolaire, c'est une maladie éminemment génétique et héréditaire. Si vous n'avez pas sa biologie en vous, il y a très peu de risques que vous déclenchiez un trouble bipolaire. Sauf à vraiment vous shooter au cannabis comme un porc, à faire vraiment n'importe quoi en termes de mode de vie, que le cannabis, c'est horrible. Est-ce que tout le monde est là, tiens, est-ce que tout le monde est clair là-dessus? Que le cannabis, c'est horrible. C'est pire que le sucre, et le sucre, c'est vraiment horrible. Non, je ne plaisante pas, il y a 0 cas dans ce que je dis. C'est moins addictif que le tabac, mais ça fait des dégâts neurologiques bien plus importants. Ça augmente considérablement le risque de schizophrénie, de troubles bipolaires, de psychose, on va dire. D'accord? Mais je n'aime pas ce terme du tout. On fait cette parenthèse, c'est bon ça? C'est clair pour tout le monde, vraiment? Ok. Donc, oui et non, pourquoi? Parce que, il y a quand même une composante génétique. Donc, si vous n'avez pas cette génétique-là, même si vous avez un TDAH et un trouble anxieux mal traité, vous n'aurez pas de trouble bipolaire. C'est pas vrai. Par contre, oui. Parce que si vous avez un risque de trouble bipolaire, qui n'est pas majeur mais qui existe, et que vous cumulez le stress généré par l'absence de soins du trouble anxieux et du TDAH, ça va augmenter votre niveau de stress et donc ça va augmenter le risque de précipiter le trouble bipolaire. Donc ce ne sera pas intrinsèquement la biologie du TDAH et intrinsèquement la biologie du trouble anxieux qui vont vous faire avoir un trouble bipolaire, mais c'est les conséquences en termes de stress que ces troubles n'aient pas été traités qui va vous augmenter votre risque de trouble bipolaire. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Il nous reste 0 secondes, donc une dernière question. Non, c'est bon, c'est sûr? Allez, merci beaucoup et bonne journée.